50 000 € de dons en 2 semaines. Et bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Toxin vivra, Toxin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Toxin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Toxin matin, Toxin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Toxin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Toxin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. La matinale Toxin, 8h-10h, à la volée. Et oui, en Belgique, depuis la rentrée des classes, un décret a semé la zizanie. Il oblige, ce décret, à l'ensemble des élèves de 6e et de seconde du sud du pays à suivre des séances, je cite, relatives à l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est un décret et un guide appelé EVRAS. Ce guide donc se présente comme inclusif et non hétéronormatif, je cite toujours. Il propose des discussions autour des modèles positifs, LGBTQIA+. Il propose des donc des discussions autour de ces intersexuations et revendique le fait que l'hétérosexualité ne soit pas la norme. Alors la mise en place du guide, comme je vous l'ai dit, a provoqué l'ire de nombreux parents qui ont entraîné des manifestations très importantes en Belgique, des débordements également qui sont allés jusqu'à des incendies d'écoles. Et là, on se dit, bon, c'est la Belgique, c'est pas la France. Sauf qu'en France, si nous n'avons pas encore de guide EVRAS, nous avons bien des cours à l'éducation sexuelle qui ont déjà été mis en place. Et certaines associations, telles que SOS Éducation et les Mamans Louves, tirent la sonnette d'alarme sur ces 10 apprentissages imposés désormais par l'Éducation nationale. On va tenter de mieux comprendre avec ces 2 associations et avec des témoignages très très forts quelle est, la teneur de ces cours et pourquoi faut-il peut-être se méfier, en tout cas être vigilant sur ce qui se passe à l'école aujourd'hui. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes déléguée générale de SOS Éducation qui est à la pointe du combat sur ces questions-là avec Christelle Comet. Bonjour Christelle Comet. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice, vice-présidente de l'association des Mamans Louves. Et puis nous recevrons, comme je l'ai dit, tout au long de cette heure, des témoignages très très forts de parents qui vont nous raconter ce qui s'est passé pour leurs enfants. Mais d'abord peut-être un petit tour d'horizon, une petite présentation de ce qui se passe déjà en France, Sophie Audugé. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques éléments et puis après, peut-être, Christelle pourra faire un point sur la différence entre justement ce qui se passe en Belgique et le cadre législatif en France. Ce que nous voulons dire déjà, je pense que je peux associer Christelle et donc les Mamans Louves à ce que je vais vous dire. Évidemment, on ne cautionne pas du tout les actes qui consistent à brûler des écoles. On ne brûle pas des écoles et jamais nous pourrons être solidaires de la terreur. Et nous nous y opposons avec la plus grande fermeté, c'est important de le dire. Rien ne justifie de s'attaquer à ce lieu si emblématique de l'émancipation. Ensuite, on va rappeler, ce qui est très important pour nous, c'est que le parent est le premier éducateur de son enfant. Nos enfants n'appartiennent pas à l'État, sinon nous serions en dictature. J'insiste sur ce point fondamental parce que c'est bien ce qui nous alerte aujourd'hui, c'est qu'on est quand même parfois à la limite de cela. Oui, c'est le fond du problème, on va y revenir après. Absolument. Ensuite, on va rappeler que l'école a un rôle d'instruction, c'est-à-dire qu'elle est censée instruire sur des savoirs qui sont fondés sur la science et pas sur des idéologies. À l'école, on ne nuit pas à l'enfant. C'est un autre élément important de notre positionnement. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas sur des questions morales, nous ne sommes pas sur des questions évidemment religieuses. Et le fait de renvoyer la position qui peut être la nôtre à une approche basique, bête, populiste, évidemment n'est pas le sujet. On va le prouver dans cette heure où vous nous donnez la parole, Clémence. On va rappeler qu'il n'y a aucune données scientifiques qui ne prouvent que de parler de sexualité, de genre ou d'orientation sexuelle à des enfants ne permet d'aider l'enfant
dans son développement psycho-affectif et même dans son acceptation future, potentielle de son homosexualité. Aucune donnée scientifique ne prouve cela. Au contraire, nous allons pouvoir vous prouver que de parler de sexualité trop tôt à des enfants peut avoir des risques très importants dans son développement, à la fois psycho-affectif et dans sa sexualité future. Nous allons également rappeler que ces programmes, cette éducation qui est fondée sur des standards dont reparlera plus précisément Christelle, ne tiennent absolument pas compte des connaissances que nous avons du développement de l'enfant et donc fait fi des risques sur justement son processus de développement normal. Les circulaires en France, que Christelle pourra redétailler, fixent un cadre qui devrait normalement permettre de préserver en partie l'enfant, mais elles ne sont pas toujours appliquées et il y a de très nombreuses dérives, comme vous allez le voir dans les témoignages que vous aurez de parents qui nous ont contactés. Nous allons rappeler également que l'enfant a besoin de savoir quelque chose de simple, c'est qu'il est interdit d'avoir une sexualité entre un adulte et un enfant, qu'il est interdit, tout ça c'est interdit par la loi, condamné par la loi. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles dans la famille, ce qu'on appelle intrafamilial. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles sans avoir consenti. Mais nous reviendrons sur ce concept du consentement qui est complètement dévoyé aujourd'hui. Oui. Et il est évidemment important de rappeler que la sexualité relève de l'intime, qu'elle se pratique en privé et certainement pas dans un groupe classe, même s'il ne s'agit pas de la pratiquer, mais de présenter des contenus ou des propos où la sexualité stricto sensu est exposée. Voilà très rapidement ce sur quoi nous nous battons avec les mamans louves pour rappeler ce qui est le rôle de l'école, ce qui est le rôle des parents et qu'il reste la priorité avant tout, c'est que l'école ne doit pas nuire et que les parents ont l'autorité pour protéger leurs enfants. Alors là, vous tenez des propos, Sophie Audugé, je vais me tourner vers Christelle quand même, mais des propos qui interrogent, je pense, la majorité des parents qui ne sont pas encore au courant de ce qui se passe dans ces cours. Parce que là, vous réagissez à quelque chose qui, je pense, interpelle beaucoup de monde, qui se dit, mais pourquoi on en arrive à une telle déclaration qui semble très fondée, évidemment, mais c'est tellement basique ce que vous rappelez que ça peut en inquiéter plus d'un. On va en effet aller entendre ces témoignages et raconter un peu ce qui se passe au sein des classes. D'abord, on continue juste avec Christelle Comet avant. Christelle Comet, vous avez entendu Sophie Audugé. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter peut-être sur le paysage en ce moment de ce qui se passe et ce qu'on a vu, les manifestations en Belgique et en France? Oui, alors je pense qu'il est important déjà de faire le distinguo entre ce qui se passe en Belgique, ce qui régit la Belgique et ce qui nous oblige en France. Donc en Belgique, on l'a bien vu, il y a une forte mobilisation parce que donc on parle du sujet de la loi dite Evras, donc qui est en fait la généralisation du guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, un programme donc qui est mis en place en Belgique et qui est validé par donc le 7 septembre par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ils ont adopté ce projet de décret pour permettre la mise en place de ces séances obligatoires à raison donc de 2 fois 2 heures en 6e puis en seconde. Jusqu'à présent, dans ce pays, depuis 2012, il y avait déjà des ateliers qui étaient faits sur la base du volontariat. Et c'est ça qui vient changer, c'est cette mise en place de décret. Alors évidemment, en France, on est bien au courant également que l'éducation à la sexualité pose problème, et on le verra plus tard à travers les différents témoignages qui vont être énoncés aujourd'hui. On fait un raccourci, et ce raccourci, il est important de le recadrer, je pense. En France, donc nous, on est régi par une loi qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque c'est une loi de 2001 qui a fixé 3 séances obligatoires d'éducation à la sexualité dès l'école élémentaire. Cette loi a été rappelée par 2 fois. Dès 7 ans. Pardon ? Dès les 7 ans de l'enfant. Dès l'école élémentaire, donc à partir de 6 ans. Donc, en 2018, on a Marlène Schiappa qui rappelle par circulaire et qui enjoint tous les recteurs d'appliquer cette loi, qui ouvre la voie
et la porte aux associations extérieures pour intervenir sur ces séances d'éducation à la sexualité, puisque visiblement, il y a un problème de formation du personnel et de disponibilité. À juste titre, ils n'arrivent déjà pas à appliquer les programmes et on n'a déjà pas les élèves qui savent lire, écrire et compter lorsqu'ils rentrent au collège. Ensuite, en 2022, on a une circulaire éditée donc par Pap Ndiaye en septembre qui fait de sa priorité le renforcement de l'éducation à la sexualité et qui reprécise donc le cadre de la circulaire de 2018 dont on aura quand même nécessité à évoquer. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a un cadre qui censément déjà protège les enfants, ce qui dans les faits n'est absolument pas le cas. Et on a des objectifs qui sont affichés, qui sont tout à fait louables. La circulaire, elle dit la chose suivante. La sexualité ne doit pas être abordée, évidemment, de manière stricto sensu dès l'école élémentaire. Les contenus doivent être adaptés à l'âge des enfants. Ce qui revêt de la sphère privée, comme le disait Sophie, ne doit pas être débattu dans un groupe collectif et elle doit pouvoir être entendue dans l'institution. Ensuite, on précise bien, et ça, Pap Ndiaye le rappelle en septembre 2022, que pour qu'il n'y ait pas de méprise de ce qu'est cette éducation à la sexualité, le projet éducatif qui va être mis en place doit être explicité et intégrer donc les parents. Et on verra plus tard que dans la majorité des cas, ça n'est pas fait. Voilà. Donc tout ça évidemment pose question. Donc nous on n'est pas régi par un décret nouveau qui est le décret appelé EVRAS en Belgique. En revanche, on est sur des enseignements, si on peut appeler ça enseignements, qui sont intégrés, et ça c'est important aussi de le préciser, donc dans le cadre de ces 3 séances d'éducation à la sexualité, mais de manière transdisciplinaire aussi. C'est-à-dire que l'éducation à la sexualité, elle peut être abordée par n'importe quel enseignant, dans n'importe quelle matière. En général, on va le trouver dans les cours de SVT, à travers des cours de MC. C'est quoi le donc, MC ? C'est l'éducation civique et morale. Voilà. Donc, les thématiques, évidemment, toujours prôner l'égalité homme-femme. Ce qui, en soi, me permettra de vous dire que, et là, Sophie pourra me corriger si je me trompe, mais jusque-là, nous ne sommes absolument pas opposés à des notions de lutte contre les discriminations, bien au contraire. Évidemment qu'il y a nécessité de présenter ce qu'est l'égalité homme-femme. Évidemment qu'il y a nécessité à pouvoir permettre à l'enfant de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, comme l'a précisé Sophie, mais avec un cadre qui est très clair et qui n'est certainement pas celui de délivrer la sexualité adulte, comme on a pu le voir, à des enfants. On est dans l'inverse de ces objectifs. Voilà, on a bien compris. En France, donc, on n'a pas ce guide EVRAS qui est en Belgique, mais nous avons, avec ces décrets, 3 séances d'éducation à la sexualité qui sont normalement proposées comme étant adaptées d'abord à l'âge de l'enfant. Ensuite, évidemment, l'intime doit rester dans l'intime, etc. On ne doit pas choquer l'enfant et ça doit être fait en coordination avec les parents. Bon, là, on a la théorie. Maintenant, la pratique, il se trouve qu'on a vu qu'il y avait de forts débordements. Je vous propose qu'on aille tout de suite entendre le premier témoignage et ensuite, on vous redonne la parole, évidemment, Sophie Audugé, Christelle Comet. Alors, le premier témoignage, c'est évidemment un pseudo, c'est Soso. Nous sommes avec Soso. Bonjour Soso. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, expliquez-nous un petit peu, vous êtes mère donc d'une élève et vous allez nous raconter ce qui s'est passé avec votre enfant. D'accord. Alors, je suis maman de 3 enfants, 14, 10 et 8 ans. Et l'année dernière, mon fils, qui avait donc 9 ans en CM1, je le récupère. Il est très bavard, donc je le récupère de l'école. Et là, il est tout en panique. Maman, je suis choquée. On a eu avec un professeur de CM2. Donc lui, il est en CM1, mais bon, c'est une classe, mon fils a une classe de CM1, CM2. Oui, d'accord. Et donc, ils ont été dirigés vers un enseignant. Et là, ils ont eu un cours d'éducation à la sexualité. Et je lui ai dit, tu peux m'en parler. Et puis là, il a dit, c'est la honte. Je dis, vas-y, maman, tu sais très bien, elle t'écoute. Et là, il m'a énuméré. Et là, j'étais choquée, je conduisais. J'étais choquée.
je sais pas si je peux les dire. Bah, allez-y, oui, parce je pense qu'il faut que tout le monde réalise en fait ce qui se passe. Donc, je pense qu'il faut que vous nous disiez les choses comme vous les avez entendues. Alors, au premier cours, hein, ça c'est au premier cours, il a appris la masturbation, l'érection, l'éjaculation et le sperme. Ensuite, il y a eu d'autres cours. Enfin, dès le lendemain, je suis partie voir le directeur pour lui dire comment ça se fait. On n'est pas au courant. On a eu aucune information ni du contenu, que c'était pas normal. Et de là, j'ai dit que j'allais envoyer un courrier au recteur. C'est pas possible que nos enfants entendent ça. Ça a choqué mon fils. Il me dit s'être bouché les oreilles avec ses copains. Bah oui. Alors attendez, juste une précision. Là, c'était en plus, vous dites donc CM1, CM2 et filles et garçons ensemble. Mélangés. Oui. D'accord. Ils n'ont pas fait de séparation. Oui. Enfin, de toute façon, même s'il y avait une séparation, ça posait des problèmes. Mais donc là, là, on mélange tout et on explique à des enfants de 9 ans ce que c'est que le sperme, l'érection, etc. D'accord. Et donc là, vous allez voir. Il n'y a pas eu que ça. Oui. Il y a eu le changement de genre, qui pouvait aimer un garçon. C'était un garçon. Et qui pouvait devenir une fille. Et il fallait que ses camarades le dessinent en fille. Et du coup, ça l'a agacé parce que les filles, elles lui ont mis du rouge à lèvres sur le dessin. Il leur a dit, vous arrêtez. Mais néanmoins, ils ont continué leur exercice. Non, mais attendez. Alors, ça, c'était la première séance ? Ouais. Après, il y a eu d'autres séances. Non, la première séance, c'est la masturbation, l'éjaculation. Il y a eu aussi le rapport, comment on fait les bébés. Donc on met le pénis dur dans le vagin de la petite fille et c'est comme de la femme et c'est comme ça qu'on fait. On met le sperme à l'intérieur du vagin et c'est comme ça qu'on fait des bébés. Mon fils était encore à la petite graine. Bah oui. Et en fait, il a le droit de suivre sa propre évolution, son propre temps. Bon, alors, attendez, je voudrais revenir sur une des choses que vous avez racontées, c'est l'histoire de la transition de genre. Donc, on lui a expliqué qu'il pouvait changer de sexe. C'est-à-dire parce qu'il faut savoir aussi, ça c'est depuis la circulaire Blanquer, si je ne me trompe pas, je vais être corrigée, je le sais de toute façon par Sophie Odiger et Christelle Comet, que l'école a l'obligation d'accompagner un enfant qui montrerait une envie de changer de sexe. Mais là, c'est plus que ça, là, c'est du zèle. C'est-à-dire que c'est pas que quelqu'un a formulé l'envie d'eux, et encore ça pose des questions, mais là, c'est-à-dire que là, on lui dit, tu n'y as peut-être pas pensé, mais tu peux le faire. Qui peut devenir. Oui. C'est ça. Ça fait partie des possibles, en fait. Oui, d'accord. Donc ça, on leur a expliqué ça également, et on a invité les enfants à côté, les petits voisins, etc., les petits collègues de classe, à dessiner donc à chaque fois son voisin, si j'ai bien compris, dans le sexe opposé. C'est exactement ça, oui. D'accord. Oui. Donc et votre fils était choqué? Ah ben tous. Moi, j'ai eu les témoignages de petits garçons. Certains faisaient semblant de dormir. Il y en a un, pour la plupart, pour vous expliquer, aucun enfant n'a osé. Ils ont dit à leurs parents, on a eu peur, on a eu honte. D'accord. Donc ça veut bien dire que ça les a... Bien sûr. Ça les a perturbés, les loulous. Oui. Et donc vous êtes allé voir l'école? Alors j'en ai profité lors d'une réunion, la réunion de rentrée parents-prof. J'ai pris la parole pour demander si cette année ils allaient réitérer. Et là, j'ai énoncé les propos qu'avait appris mon fils l'année dernière. Et là, il a complètement essayé de détourner l'attention. Ça perturbait beaucoup de gens et quasiment tous les parents n'étaient pas au courant. D'accord, oui. En fait, tous les parents m'ont dit, mais non, on n'était pas au courant. Mais c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui et qu'on est très heureux de vous entendre, parce qu'en fait, c'est ce qu'on explique, c'est-à-dire que ces cours ont lieu. Peut-être que les enfants, justement par honte, par pudeur, par choc aussi, n'ont pas forcément raconté la teneur de ces cours, mais il est quand même très très important d'en parler justement et de voir ce que doivent faire aussi les parents et ce qu'on peut faire évidemment au niveau au-dessus, au niveau politique. Alors restez avec nous, Soso, on va redonner la parole à Sophie Odiger et Christelle Comet. Alors Christelle Comet, j'imagine que des témoignages comme ça, en plus vous en avez eu plusieurs. C'est absolument choquant, évidemment. D'abord, on ne respecte absolument pas le développement de l'enfant, son âge. Il est quand même très jeune pour entendre des mots et des propositions choquantes.
il y a presque un risque de traumatisme pour le coup, et l'école qui ne prend absolument pas en compte en plus les demandes des parents. Oui, c'est absolument ça. Alors, la plupart des chefs d'établissement, d'abord remettent en question la parole de l'enfant. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il est important aussi qu'il puisse y avoir plusieurs témoignages qui viennent corroborer, parce que c'est quand même scandaleux que de se dire l'enfant est en train de mentir alors que l'enfant est choqué. Donc, un manque de considération effectivement du traumatisme, et n'ayons pas peur de le dire, les spécialistes de l'enfance sont très clairs. Il y a un traumatisme engendré lorsque on vient devancer le questionnement des enfants. Il s'agit, selon leurs termes, d'une effraction à leur psychisme. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, il y aura, comme le disait Sophie en début d'émission, un trauma immédiat ou à moyen et long terme, voire perturber leur sexualité future. Donc, évidemment que c'est la première des choses qu'il faut rappeler au chef d'établissement. Et on va le dire sans honte, parce que les parents doivent le savoir. Vous avez légitimité à remettre en question, évidemment, cette manière de procéder. Parce que si les programmes, comme ça nous est souvent opposé par les directions d'établissement, ne sont pas à remettre en question par les parents, parce qu'on est souvent dans le contexte où on inverse en fait la culpabilité et on vient dire aux parents, mais vous n'avez pas à remettre en question les programmes. Ce qu'il faut rappeler à ces chefs d'établissement qui, pour la majorité, ne savent même pas quel est le cadre, c'est le rappel déjà des circulaires, c'est ce qu'ont fait la plupart des témoins que vous entendrez aujourd'hui, et demander que l'on vienne vous prouver par A plus B que ces programmes, puisqu'on a quand même un flou, on a chacun qui agit selon sa liberté pédagogique, et qui est bien revendiquée d'ailleurs par les enseignants et les chefs d'établissement, on a quand même l'absence de ces propos qui sont dans ces programmes, et heureusement. Et donc là, évidemment, les familles doivent se mobiliser, doivent dénoncer ça, et doivent tenir bon, et ne doivent pas, je terminerai là-dessus, se laisser intimider par les chefs d'établissement. Je laisserai Sophie justement reprendre des exemples tout récents que nous avons, avec des propos scandaleux de chefs d'établissement qui essayent de faire peur aux parents pour que la politique du pas de vague soit appliquée dans leur établissement scolaire. Oui, Sophie Dugé. Alors, on va fort tout de suite. Merci Christelle. Je voudrais juste revenir, si vous me permettez, Clément, sur deux, trois petits éléments qui sont importants à connaître. Allez-y. Tout d'abord, comme l'a dit, je l'ai dit, et l'a rappelé Christelle, il y a bien une loi en France qui impose l'éducation à la sexualité. Il existe quand même aujourd'hui encore un flou sur l'âge de démarrage. C'est-à-dire que cette loi, elle est antérieure à l'obligation de scolarisation à 3 ans. Qui explique qu'aujourd'hui, certains établissements scolaires, certaines mairies, se considèrent légitimes à l'appliquer à partir de l'obligation de scolarisation, c'est-à-dire dès la maternelle. Des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle. Absolument. Oui, on a des preuves écrites que certaines mairies, certains établissements scolaires intègrent l'éducation à la sexualité comme étant une obligation légale dès la maternelle. A priori, pour nous, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une faille, si vous voulez, juridique qui procéderait uniquement du fait que la loi d'obligation à l'éducation sexuelle, aux fameuses 3 séances par an, a été mise en application avant la loi de 2017 qui a passé la scolarisation obligatoire dès 3 ans. Donc, de notre point de vue et de point de vue d'un certain nombre de juristes, on dirait la plupart des juristes pour être très clair, cette obligation légale ne s'applique pour nous qu'à partir du CP, d'accord, ce qui permet et légitime des parents à s'opposer à l'éducation à la sexualité avant le CP. Déjà, c'est important d'être clair sur cette question-là. Nous savons que c'est fait actuellement en maternelle. Nous savons qu'il existe des interventions et également des manuels et également des ouvrages qui sont d'éducation à la sexualité en maternelle, alors que c'est tout à fait inapproprié de parler même de sexualité en maternelle, évidemment. Mais évidemment. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur les principes fondamentaux du développement de l'enfant. Ensuite, il n'y a pas à proprement parler de programme. En tous les cas, le seul programme qui pourrait exister, entre guillemets, c'est un programme qui a été établi pour le cycle 3,
Ça veut dire qu'il ne commencerait qu'à partir du CM1. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas de programme officiel. Il y a une obligation à faire, mais pas de programme officiel. C'est important de le dire. Et rappelons également que Pape Ndiaye a demandé au CSP, c'est-à-dire le Conseil supérieur des programmes, de produire justement un corpus de programmes précis pour toutes les classes d'âge. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a un programme très général, très flou. Oui, donc ce qui veut dire, Sophie, que finalement, on peut tomber sur, en fonction des professeurs, des cours radicalement différents. On peut avoir seulement une... Absolument. Oui. Absolument. C'est exactement ça. Alors, s'il n'existe pas de programme, ou si les programmes sont flous, vous allez me demander, mais où vont-ils chercher, finalement, qu'ils présentent aux enfants? Alors, ils vont les chercher. Et c'est pour ça que ce qui se passe en Belgique n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'en Belgique, ils ont légalisé l'utilisation d'un guide qui s'appelle le guide Evra, si vous voulez, qui est un guide de 300 pages sur lequel il y a beaucoup à dire et qui est contraire à l'intérêt de l'enfant et au développement de l'enfant. Il a été légalisé. En France, aucun guide n'a été légalisé. Mais nous avons en France un certain nombre de guides, de documents qui circulent, que ce soit des sites Internet, que ce soit des supports éducatifs sur EduSchool, que ce soit des guides à l'usage des intervenants ou des accompagnants, guides qui sont nourris des principes, des standards de l'OMS, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut rappeler que tout cela procède de travaux qui ont été menés par l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle les standards à l'éducation à la sexualité pour l'Europe. Ça dit bien que ça cible nos pays. C'est pas mondial, c'est nos pays. Et ces standards ont été produits à l'issue d'un groupe de travail qui a été constitué à l'origine, donc là je remonte déjà en 2006 ou 2008, a été produit à l'origine par un groupe constitué de 17 personnes, dont 16 avaient des liens avérés avec des associations militantes LGBTQI+. Ça donne déjà la teneur du... Oui, mais le document, tout le monde peut y accéder, il est très clair. Si par exemple, je vous formule 2-3 principes fondateurs, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il y a un souci. Donc, dans ces principes fondateurs, on va lire par exemple, la sexualité est un aspect central de l'être humain. Donc là, vous voyez déjà la dérive, c'est-à-dire que l'enfant n'est plus un enfant, c'est plus un être vulnérable qui est à protéger, c'est un adulte en miniature. Donc, est un aspect central de l'être humain, elle contribue, donc l'éducation à la sexualité, elle contribue au développement positif de la personnalité et de l'autodétermination. Donc, à partir du moment où vous appliquez ces principes-là et que les interventions que vous faites, vous les fondez sur ces principes-là, ça veut dire que vous enseignez, entre guillemets, aux enfants, non pas des savoirs fondés sur la science, mais une idéologie qui est celle de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est considérer que l'enfant, enfin que toute personne d'ailleurs, n'a pas de sexe mais attribué. Notamment l'enfant, quel que soit son âge, c'est même pire que ça, a la capacité intrinsèque de choisir s'il est une fille ou un garçon indépendamment de son sexe de naissance. Sans évidemment que jamais lui soient transmis les informations de la difficulté du parcours, des risques pour sa santé psychique, les risques des médicaments parce que ce sera un malade à vie alors que c'est un enfant sain, et les risques de chirurgie, évidemment, il va jusqu'à les chirurgies qu'on appelle de reconstruction. Alors, donc, si vous voulez, c'est très important de dire cela parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on s'étonne que, comme l'a dit Christelle, on va parler d'éducation à la sexualité en EMC, éducation morale et civique. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'éducation morale et civique? On va en parler aussi dans certains cours de français. On va en parler évidemment en SVT. Et en fait, finalement, chaque professeur peut dire, écoutez, moi, j'ai envie de faire un cours où je fais le lien avec un cours sur l'égalité homme-femme et va en profiter pour intégrer cette idéologie d'autodétermination et ces principes, si vous voulez, évidemment, qui intègrent l'idéologie du genre comme étant un fondement totalement normalisé. Et ça, si vous voulez, on n'est plus sur la science. Là, oui, évidemment. Là, on est dans l'éducation. Là, revenons bien sur le fond du problème à chaque fois et ce qui sera notre trame finalement. L'école a un rôle d'instruction et non d'éducation idéologique. Et c'est bien là où
finalement, aujourd'hui, on se rend compte que l'instruction n'est pas menée jusqu'au bout et l'éducation idéologique, elle, bat son plein. Alors, je voudrais juste une petite question. Et ensuite, je ne sais pas si Soso est encore avec nous, lui dire au revoir, lui demander si elle veut réagir. Et ensuite, on a d'autres témoignages. Mais Sophie Dugier, juste avant de reprendre Soso, s'il est encore avec nous, je voulais vous demander, vous avez parlé de l'OMS. D'accord, on vous reprend juste après. Vous avez parlé de l'OMS et on a vu circuler, et je voudrais savoir si c'est l'OMS, mais d'où ça vient, ces planches où on voit des petits dessins. Alors, c'est des petits lapins, et évidemment, il faut rendre ça toujours plus sympathique, qui pratiquent plusieurs positions sexuelles. Et ça, ce sont des planches qui sont distribuées, qui peuvent être proposées aux enfants. Ça vient de l'OMS, ça ? Alors, c'est pas l'OMS, mais je vais laisser Christelle répondre là-dessus. Christelle, sur les petits lapins. Oui, alors en fait, je ne sais pas si c'est des petits lapins, en tout cas, ça y ressemble fortement, c'est des dessins enfantins, donc qui sont mis en scène avec pratique sexuelle. Donc déjà, le premier problème que tout le monde verra, normalement constitué psychiquement, bien sûr, c'est que on mélange le monde de l'enfant avec la sexualité adulte. Oui, et donc, il s'agit d'un site internet qui s'appelle On s'exprime, qui est sous l'égide du ministère de la Santé, site qui est donc invité à la consultation dès la classe de 6e, donc au collège, pour les adolescents à partir de 11 ans. Sur ce site, on va retrouver une rubrique qui s'appelle Pratique sexuelle, dans laquelle, en fait, on a en version ludique l'intégralité du Kama Sutra, où on pourra retrouver, pardon des termes, mais l'invitation à pratiquer l'anulingus, la sodomie et autres pratiques sexuelles. Voilà. Mais ça, avec des petits lapins mignons comme tout, au passage. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je répète bien qu'il s'agit d'un site recommandé d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur Eduscol et qui est sous l'égide du ministère de la Santé et qui est diffusé avec des plaquettes et des petits livrets via le réseau INPES, donc réseau de prévention. Alors, Eduscol, c'est pour tout le monde, ce sont les sites de recommandation, de documentation pour les professeurs. Tout à fait. Merci. Bon voilà, donc c'est clair sur cette histoire de planche je sais même pas comment appeler ça, d'ouverture sexuelle pour les enfants proposée de Kama Sutra, voilà. Appliqué aux enfants. Ouais, proposé par le ministère de la Santé. Sophie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à tout ce que vous avez entendu et concernant votre enfant? J'aimerais bien parler de l'entretien, parce que j'ai eu un entretien avec le directeur. Suite à la réunion, il y avait une personne de la mairie, donc l'adjointe à l'éducation est au courant, m'a appelé. Elle souhaite me rencontrer aussi, parce que ça fait un petit peu de bruit, parce que le lendemain matin, beaucoup de parents sont venus vers moi. Et là, à ce moment-là, ils ont eu très peur, je sais pas. Et là, ils se sont mis à me convoquer tous, quoi. À nous convoquer, mon mari et moi. Alors, juste le bilan de l'entretien avec le directeur, il se dédouane, c'est pas lui, c'est le professeur. Que les cours cycle 3 ne seront plus en CM1 mais en CM2, que ce ne sera plus un enseignant mais une infirmière, et qu'ils auront des manuels. Et de là, j'ai dit non, je ne veux pas de manuel non plus. Et là, il nous a traités de sectaires tout de suite. Voilà, d'accord. Ça c'est un élément intéressant. Merci beaucoup, Soso. Merci beaucoup pour vos témoignages. On va continuer de parler de votre cas, mais on va enchaîner avec d'autres témoignages également. Celui de Lange et Testo. Merci à vous pour ce témoignage très fort et merci et courage surtout pour votre combat. La réponse, cette réponse qui a été donnée de sectaire, c'est très important d'en parler également, Sophie Dugier. C'est ce que vous commenciez à nous expliquer tout à l'heure. Finalement, c'est encore une fois une inversion où c'est l'école qui va finir par attaquer les parents en leur disant « Vous ne voulez pas de cette éducation idéologique », moi je rajoute tout de suite le terme, eh bien c'est parce que vous êtes sectaire, c'est l'une des réponses, mais il y en a d'autres d'ailleurs de défense de l'éducation nationale. Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on utilise des faits dramatiques. Je vais être très claire parce que ça fait plusieurs fois qu'on entend ça. Et nous, vous savez, Clémence, on en a parlé tout de suite sur votre micro à l'époque, quand vous étiez sur une autre antenne. Moi, j'ai pris position très fortement quand effectivement le drame de l'assassinat atroce de Samuel Paty a foudroyé la France. On se doit d'avoir beaucoup d'humilité par rapport à cela et surtout de respecter la mémoire de Samuel Paty. Aujourd'hui, nous, on est extrêmement choqués quand des professeurs ou des chefs d'établissement, face à un parent qui vient contester le fait qu'on parle en classe
en groupe à son enfant d'éjaculation, de sperme, de rapports sexuels détaillés, c'est-à-dire vraiment contraire à la circulaire qui dit qu'aucun élément stricto sensu sexuel ne doit être présenté, hein, et que l'on reproche aux parents, finalement, de ne pas accepter qu'on parle de ça à leurs enfants, qu'on leur demande s'ils ont un problème à la maison. C'est formulé comme ça, mais peut-être que chez vous, il y a un problème. Peut-être que le problème, c'est pas l'école, madame, mais c'est vous. Vous voyez ? Alors, la question c'est, là vous êtes en train, et on va continuer en leur disant, mais attendez, vous êtes en train de contester un enseignement. Vous savez que vous n'avez pas le droit de contester un enseignement. Si vous contestez un enseignement, ça veut dire contester la laïcité. Ah oui, d'accord. Donc je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin entre laïcité et Samuel Paty. Là, si vous voulez, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Très, très grave. Ça n'a rien à voir, le fait de ne pas vouloir qu'on fasse une effraction psychique à son enfant, qui est d'ailleurs contraire aux circulaires, donc à la règle fixée par l'Éducation nationale, de ne pas parler de propos, de contenu, d'images stricto sensu sexuelles à des enfants en primaire, aller contester ça auprès d'un professeur ou d'un chef d'établissement, et que la réponse qu'on donne à un parent, c'est vous qui avez tort, vous êtes en train de contester un enseignement et vous contestez la laïcité, et à cette raison-là, je vais vous signaler au rectorat, et si jamais vous continuez à être un peu trop véhément, je vais aller faire une information préoccupante pour qu'on vienne voir ce qui se passe chez vous à la maison. Enfin, je veux dire, on est là dans quelque chose qui me semble extrêmement grave, et nous, on prend très, très au sérieux cela, et c'est pour ça qu'avec les Mamans Louves, on est vraiment main dans la main, on est extrêmement rigoureux sur le travail qu'on fait, sur les sources, quand on a ce genre de témoignages, on vérifie évidemment toutes les données, et qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose de très grave, et de très... une fracture, si vous voulez, qui nous alerte. Et c'est pour ça que quand vous nous avez proposé d'intervenir sur cette actualité de Belgique et de l'Evras, évidemment qu'on a dit oui, parce qu'on condamne fermement ce qui se passe en Belgique. Évidemment, on le condamne fermement, on condamne l'agressivité des parents, on condamne la terreur. Par contre, on dit, attention, il se passe des choses en France. Là, les parents vont pas accepter, ils vont être en colère, et ils sont légitimes à être en colère. On peut pas dire à un parent, je peux parler de sexualité d'adulte de manière crue à votre enfant sans que vous ayez rien à me dire, alors même que j'ai pas le droit de le faire parce que c'est contraire à la circulaire. Et si vous venez me dire quelque chose, ben moi je vais aller vous dénoncer au rectorat pour manquement ou pour mise en cause d'un enseignement et mise en cause de la laïcité française. Oui. Et ça va loin quand même. Hein. Et le discours, d'ailleurs, on le voit même dans la presse qui relaye ces informations de ce qui se passe en Belgique. Hein. Je vais vous donner le point parce que c'est l'article que j'ai lu, mais il y en a sûrement d'autres qui expliquent que ceux qui sont opposés à ce guide Evras, donc le guide belge d'éducation à la sexualité, qui va quand même très loin dans cette éducation, ce sont et les familles musulmanes, donc sous-entendu communautaristes, etc. Enfin, c'est ce qu'ils veulent sous-entendre. Et puis les ultra-conservateurs catholiques. Donc voilà tout de suite. Et puis d'ailleurs, je crois même que j'ai lu le terme de complotiste aussi. Et donc voilà, on a mis tout ça dans un package pour dire ces gens-là ne sont pas fondés, ils ont eux-mêmes un problème chez eux, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure. Et voilà pourquoi ils s'opposent à cette instruction. Qui n'est pas une instruction d'ailleurs, qui est une idéologie, vous l'avez bien dit. Et c'est tout à fait intéressant. Et en effet important de reclarifier les choses et d'expliquer pourquoi sans être extrémiste dans un cas comme dans l'autre, on peut remettre en question ce qui se passe en France d'ailleurs, et puis pourquoi pas le contenu du guide Evras en Belgique. Alors, on continue avec les témoignages. Pardon Clémence, ce que vous venez de dire est très important, et je voudrais quand même préciser quelque chose. C'est que depuis quelques années, je dirais 5 ans, peut-être un peu plus, tous ceux qui ont tenté de protéger les enfants, tous ceux qui ont tenté de protéger les enfants ont été traités de fachos, de complotistes ou de réacs. Alors, moi, je suis très claire. Hein. Je m'oppose catégoriquement à ces accusations et je demande aux gens qui nous prêtent ce genre de positionnement qui sont totalement fallacieux, qu'ils s'intéressent aux travaux que nous menons, qui ne sont centrés que sur une chose, c'est les connaissances scientifiques sur le développement de l'enfant. Oui, vous avez bien fait de le rappeler, Sophie Dugé. Et encore une fois, on connaît ces étiquettes valises, ces mots valises qui permettent de décrédibiliser une cause et puis pourquoi pas un adversaire avec lequel on n'arriverait pas à affronter en termes d'arguments. Donc on continue et on fait le tour des témoignages. Tout de suite, on va recevoir Lange et Testo. Lange et Testo qui vont nous raconter l'histoire de leur fille OC. Alors, est-ce qu'on est avec Lange et Testo ?
Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous c'est Lange, j'imagine, avec qui nous sommes. Oui. Alors, Lange, racontez-nous ce qui s'est passé avec Océ, votre fille. Alors, c'est tout simple. Alors, à l'âge de 5 ans, elle a subi des attouchements de la part de son demi-frère inceste. Et nous avons prévenu le collège de cela parce que c'était important du fait qu'elle était fragilisée psychologiquement suite à ça. Mmh. Oh, et oui. puis l'année dernière, en cours, lors d'un cours de SVT, ils lui ont fait faire un cours où elle devait mettre un préservatif sur un sextoy. Océ, bien sûr, s'est mis, mais ça l'a stressée, ça lui a fait peur. Elle était hors de question pour elle de le faire. Attendez, Le souci, c'est qu'il... Oui. Non, on va juste s'arrêter. On fait une pause, évidemment. Je vous redonne la parole juste après, Lange. Votre fille, avec quel âge quand elle devait faire ça ? 14 ans. 14 ans. Donc, d'abord, une enfant de 14 ans, l'obligation de mettre un préservatif sur un sextoy, c'est déjà problématique. Mais vous avez signalé, en plus, à l'avance, à la rentrée, c'est ça, que votre fille avait vécu un traumatisme terrible à ce sujet et qu'elle était particulièrement fragile, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, non seulement votre alerte n'a pas été prise en compte. Entendu. Voilà. Mais en plus, là, il s'agit d'un cours pour l'ensemble des élèves qui, de toute façon, à 14 ans, un cours, entre guillemets, pose question. Donc, il fallait faire quand même un arrêt sur image. Je vous laisse continuer. Voilà. Et donc, du coup, elle voulait pas le faire parce que, elle, ça l'a choquée, forcément. Et le professeur en question leur fait la menace à la classe entière en disant « Si vous le faites pas, vous êtes privé de récréation ». Donc, elle s'est sentie obligée de le faire et elle a eu le sentiment d'humiliation également parce qu'elle a dû le faire devant toute la classe et elle était gênée et puis voilà. Quelle horreur. Et ensuite, en rentrant à la maison, elle était toute traumatisée puis elle nous raconte tout cela. Et du coup, de ce fait, le papa a appelé directement le principal pour faire comprendre notre mécontentement à tout cela et surtout sur le fait qu'ils n'ont pas respecté le chemin d'Océane, en fait, sa fragilité psychologique et tout. Et puis surtout, qu'un cours comme ça pour son âge était inadmissible et que ça ne devait pas avoir lieu, quoi. Et il nous a répondu, c'est normal, c'est les nouvelles lois du gouvernement et tout ça. En fait, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. D'accord. Ce que vous racontez est quand même gravissime. Hein. Donc, on force des enfants à mettre un préservatif sur un sextoy devant tout le monde. Un enfant qui bloque, qui pourrait bloquer même sans le traumatisme qu'il a vécu, mais il se trouve que votre enfant a eu un traumatisme très très fort. Et donc, face à ce blocage qui n'est même pas entendu, la maîtresse, ou je sais plus, le professeur lui dit... La prof lui dit, vous serez privé de récréation. Mais on est dans quel monde, je veux dire c'est vraiment très très choquant ce que vous racontez. Et je vais donner la parole à Christelle Comet et Sophie Auduger qui avaient déjà reçu votre témoignage. Christelle Comet, à ce sujet, j'imagine, c'est des témoignages comme ça que vous recevez. Il y en a d'autres comme celui-ci qui sont quand même vraiment absolument terribles. Oui, on en reçoit malheureusement beaucoup trop. Alors... Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on voit bien une chose, les chefs d'établissement ou les professeurs ne considèrent jamais le traumatisme de l'enfant. Vous voyez, c'est un dénominateur commun qu'on voit à chaque fois. Il y a cette espèce d'inversion, en fait, où on dit à l'enfant, c'est normal, tu dois t'adapter et tu n'as pas le choix. Et ça, c'est très grave, en fait, parce que l'enfant devrait pouvoir s'extraire. À partir du moment où ça le gêne, je rappellerai juste à vos auditeurs que, est-ce que vous, quand vous allez en entreprise, on vous contraint à faire ce genre de pratique, exposer votre sexualité, mettre en pratique un préservatif sur un phallus factice? La réponse est non. Donc, on impose ça à des enfants qui sont soumis à autorité. Ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, ce qu'on voit également, c'est au-delà de la méconnaissance du développement de l'enfant et de l'adolescent, qui est évidente puisque on voit bien qu'ils ne sont pas respectés, on a aussi une méconnaissance de l'encadrement qui régit en fait ces séances, parce que à chaque fois, on a des chefs d'établissement qui sont pas clairs. C'est une nouvelle loi, mais quelle nouvelle loi? La loi, elle date de 2001 en fait. De quoi on parle? Et eux ne savent pas quel est le cadre des circulaires. Autrement, on imagine bien que peut-être ils le respecteraient. Donc, on n'a aucun garde-fou à chaque fois qui est posé, et on a des familles
comme encore cette famille-là, qui se retrouve avec des enfants avec des traumatismes, alors qu'on fait confiance à l'école. Donc là, je vais laisser la parole à Sophie, mais je crois aussi que c'est important de dire que en agissant ainsi, on va vers une fracture entre les familles et les établissements, à juste titre, parce que quand on fait revenir son enfant de l'école, qu'on le reçoit dans cet état, comment faire confiance demain? Comment ne pas être inquiet sur de futures séances ou d'aborder ces choses-là, en plus, dans un cadre interdisciplinaire, parce que ça serait que lors des séances. Bon, on se dirait, on essaye d'être prévenu, ce qui n'est pas le cas. Mais voyez, et en fait, il faut rappeler aux Français que logiquement, déjà, les parents sont les responsables légaux. Et envers l'école, il y a quand même une démarche de coéducation. Et cette coéducation, aujourd'hui, elle est en train d'être fracturée. Et c'est très, très grave parce que l'école, elle est là pour instruire. C'est quand même fou de devoir le rappeler. Et donc, les enfants, ils doivent être mis dans de bonnes conditions pour pouvoir avoir un avenir. Vous voyez? Oui, évidemment. Non, mais je suis moi-même sous le choc, en fait. Oui. On va donner la parole à Sophie. Il n'y a pas que ça. Oui. Alors, allez-y, Lange. Oui, il n'y a pas que ça aussi qui s'est passé. C'est que le lendemain, le principal a convoqué notre fille et puis sa copine dans son bureau pour parler de ce fameux traumatisme qu'ils ont subi en cours. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est permis de leur poser des questions, justement, sur leur vie sexuelle. Si elles avaient un copain, si elles avaient eu des rapports, si elles avaient eu des trucs comme ça. Et du coup, de ce fait, ça a engendré quelques jours de repos à la maison à Océane qu'on a dû garder à la maison parce que ça l'avait trop chamboulé. Évidemment. On parle de l'intimité d'une vie et là, c'est deux jeunes filles qui sont enfermées dans un bureau avec un homme en plus. Rien que ça pourrait poser des questions. Et ça, on a dit plus jamais ça. Oui, mais évidemment. En fait, le problème, c'est que là, on n'arrête pas d'enfoncer on a l'impression que toutes nos évidences s'ébranlent. Évidemment qu'il est hors de question de parler de sexualité et surtout de la sexualité d'un enfant de 14 ans ou sensualité, je ne sais pas, en classe et ensuite nous, on a fait devant un proviseur. C'est aux parents de le faire. Oui. Nous, on a fait comprendre au principal que c'est à nous, parents, de le faire et que c'est sûrement pas à lui de faire ça. Et, évidemment. Oui. Et surtout que notre fille, elle a des millions de kilomètres de tout ça. Vu ce qui s'est passé quand elle était plus petite, elle est loin de tout ça. Oui, mais alors, et puis même sans le traumatisme qu'elle a vécu, qui en plus rajoute, on va dire, quelque chose à cette affaire et la rend encore plus grave. Je pense que d'ailleurs, je vois énormément de témoignages. Vous êtes très très nombreux à réagir, à dire mais c'est incroyable, c'est impossible que ça se passe en France. Mais si ça se passe en France, et ce sont tous les enfants là qui sont concernés. Sophie Audugé. Oui, alors moi, comme vous l'avez dit, Clémence, on a été très choqués par le témoignage de Lange et de Sesto, et je juste saluer Sesto parce que je pense qu'il nous écoute, et Lange a pris la parole parce que pour lui c'est impossible. En fait, ça le rend fou, ce qui est normal. C'est le papa dans le dossier. Océ a vécu, Lange, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est tout à fait normal, mais nous on a écrit à Gabriel Attal avec les Mamans Louves. Parce que il venait d'être nommé, on lui a écrit cette alerte, on lui a expliqué en fait ce qui s'était passé. C'est-à-dire que cet enfant a été très très gravement abusé, très petite. Il y a donc des documents officiels, une plainte, un rapport de la gendarmerie, tout ce qui caractérise vraiment une enquête très pointue qui a fait que cet enfant a été mise évidemment chez son père intégralement. Cet enfant a développé une déficience intellectuelle dont aujourd'hui personne ne peut savoir si elle est liée à un développement neuropsychique ou si effectivement quelle est la part du traumatisme qu'elle a vécu dans cette déficience. Ça veut dire qu'en plus cet enfant, elle est dans un système normalement qui s'appelle l'inclusion scolaire. C'est-à-dire que le reste du temps, elle est dans une liste et elle vient de temps en temps à un cours qui est celui de SVT, où elle rejoint les autres élèves de son âge, c'est-à-dire de son niveau de classe, entre guillemets, normal, c'est-à-dire la 4e. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle arrive, avec sa camarade de l'ULIS, et qu'elles vont prendre place dans cette classe au milieu de tous les autres, alors que le papa a bien pris soin au moment de l'inscription devant le directeur de lui dire, voilà, ma fille est une victime de l'inceste grave, elle est déficiente, et sans doute que c'est lié à ce traumatisme.
Je vous demande la plus grande prudence, je vous demande d'être vigilant, et évidemment de me contacter si vous observez quoi que ce soit du mal-être de ma fille. Oui. Bilan, on lui fait faire cette action d'acte sexuel, évidemment, concret, hein, et elle est gênée, évidemment. Dont elle a été traumatisée. Oui, non, mais c'est de la folie évidemment, furieuse. Et on l'oblige. Et on l'oblige. Et ensuite, quand le papa vient dire « Non, mais vous êtes complètement idiot, comment vous avez pu faire une aberration pareille, en plus je vous avais prévenu, etc., c'est extrêmement grave, je vais aller très loin, etc. » Le proviseur limite les choses, reçoit les enfants et leur demande si elles ont déjà couché avec des garçons. Non, mais enfin, c'est surréaliste comme histoire. C'est surréaliste. Donc, si vous voulez, tout ça, il faut bien avoir conscience que ce qui s'est passé là est extrêmement grave et traduit une non prise en compte des problématiques individuelles, une incapacité d'inclusion, évidemment, une incapacité à prendre en considération des enfants qui ont été victimes d'inceste. Je rappelle que c'est 10%, donc c'est 2 à 3 par classe quand même. Hein, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé là, sans doute, d'autres enfants victimes d'inceste ont dû obtempérer à faire un acte comme ça. Qu'est-ce que ça dit à un enfant quand on va lui dire que c'est un acte banal qu'il peut faire devant tout le monde et que ça lui est demandé de faire devant tout le monde et par une autorité qu'est le professeur. Et quand l'enfant dit « Mais attendez, moi je demande à consentir et là je ne consens pas », et que le professeur lui dit « Non mais attends, je te demande pas de consentir ou pas, je te demande de faire. C'est un ordre. Tu fais. » C'est clairement, exactement l'inverse des objectifs de ce que nous, tous parents, attendons de l'école sur ce sujet-là. C'est non pas de la sexualité, de la sexualisation de nos enfants, c'est de la prévention. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Exactement comme le premier cas pour lequel on a alerté avec les mamans louves en CM2, où on a dit à des enfants que pour le plaisir, ils pouvaient sucer le sexe d'un garçon, que pour le plaisir, on pouvait faire le sexe dans les fesses, que pour le plaisir, on pouvait sucer le vagin d'une fille, à des enfants qui étaient en CM2. Vous imaginez bien qu'un enfant à qui on dit ça, on n'est pas en train de lui dire que, évidemment, le sexe entre adultes et enfants est interdit, le sexe dans la famille, c'est interdit, ne pas consentir, c'est puni par la loi. Enfin, tout ce qu'on a dit au début de notre entretien, c'est pour ça que je tenais à rappeler ça, Sylvie Clémence. Parce que ce qui est la base de tout ça, finalement, est bafoué quotidiennement. Et c'est bafoué quotidiennement parce que, justement, dans nos fameux standards de l'OMS, on considère que l'enfant est sexualisé dès sa naissance, que quand il suce son pouce, il est finalement un peu en train de se masturber quand même. C'est-à-dire tout ce qui est sensoriel est caractérisé par l'OMS comme une projection de sexualité adulte et qu'on va retrouver dans ces fameux standards, dans des tableaux officiels qui se trouvent très facilement, et bien que finalement, dès 4-6 ans, l'enfant peut consentir. Alors ça, si vous voulez, non, un enfant, il ne consent pas à 4-6 ans. Un enfant, il est victime d'abus sexuels à 4-6 ans. Évidemment. Tout ce que vous dites est très fort et rappelez en effet que pourquoi pas une prévention sur ces questions-là, mais jamais des cours d'éducation sexuelle où on dit que le plaisir du sexe dans les fesses, etc., un enfant de CM2. Enfin, tout ça est absolument lunaire et je pense que tout le monde qui écoute cette émission est complètement choqué. Il est 10h, on va dépasser et on va continuer d'en parler quand même avec vous, l'heure qui était à laquelle on est censé terminer cette émission, mais c'est quand même très important. Je voudrais revenir, d'abord plusieurs choses. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'écoute du traumatisme de l'enfant et des problématiques individuelles, mais c'est plus grave que ça. Moi, mes enfants n'ont pas forcément eu un traumatisme jeune, mais je veux absolument pas qu'ils aient ce genre de cours-là non plus. Donc, je veux dire, c'est juste un non-respect de l'évolution de l'enfant. Et je voudrais demander aux parents de OC, Lange et Testo, l'un de vous deux peut me répondre. Finalement, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous portez plainte contre l'école ou vous faites quoi? Non, on attend le retour du courrier des mamans louves parce qu'on n'a pas de nouvelles concernant l'établissement. Et puis voilà, donc tout de suite là maintenant, on ne compte pas porter plainte. À la demande de Dossé, elle veut pas engendrer tout ça, donc. Ah oui, parce qu'on peut comprendre qu'elle ait peur justement des retours, puisque pour le moment, elle est toujours soumise à l'autorité de cette école, puisque vous l'avez laissée dans cette école. Le seul truc qui nous sauve cette année, c'est qu'elle va avoir beaucoup moins de cours de SVT. Non, mais vous vous rendez compte où on en est, c'est espérer qu'elle n'ait pas trop de cours de SVT pour ne pas être traumatisée de nouveau.
Bon. C'est ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup Lange et Testo pour ce témoignage très très fort, terrible de ce qui s'est passé pour votre fille aussi. Encore une fois, tout notre soutien, on vous accompagne par nos pensées également pour ce qui se passe et ce qui. Et si ça pouvait inciter les parents à témoigner, ça serait bien aussi. Moi, je les invite à témoigner si ça leur est arrivé. Alors, si vous voulez témoigner, donc vous pouvez prendre contact avec SOS Éducation et l'association de Christelle Comet, les Mamans Louves, qui travaillent très fortement sur ce dossier. Je pense qu'elles sont vraiment à la pointe en France sur cette question-là et qui font remonter progressivement à Gabriel Attal. Un dernier point, donc Sophie Audugé, Christelle Comet, concernant justement ces remontées, enfin ce que vous tentez en tout cas de faire remonter à Gabriel Attal, pour le moment, pas de son de cloche de leur côté, mais vous gardez espoir tout de même que vous puissiez faire changer les choses. Alors, pas de remontée sur les courriers. En même temps, on a fait 4 alertes pour l'instant. Il y en a d'autres qui vont arriver bientôt, là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus de témoignages qu'on ne fait d'alertes. Parce qu'à partir du moment où les parents nous donnent leur témoignage, on les laisse libres de savoir s'ils veulent qu'on porte l'information au ministre de l'Éducation nationale. Tous ne le veulent pas. Ils ont besoin souvent de nous dire. Et c'est tellement affreux pour eux. On va quand même réfléchir fortement à porter plainte sur ces situations-là, en sachant que, eh bien oui, qui porte plainte, qui paye les avocats, combien de temps il faut pour se faire entendre raison, parce que quand il s'agit, si vous voulez, quand le gouvernement, lui, mène des actions en justice, elles sont réglées en 3 semaines, mais quand ce sont des parents et le commun des mortels, ça prend des années. Donc oui, c'est pas si simple, et tout ça, en fait, on facilite vraiment pas la tâche aux parents pour protéger et défendre leurs enfants. Christelle Comet, un dernier mot peut-être pour conclure ? Bien évidemment, on reste toujours dans la volonté de la famille. Donc, la plupart du temps, comme l'a dit Sophie, on n'a malheureusement pas de retour. La seule chose que je peux faire comme parallèle, c'est très simple, c'est que si hier, c'était la priorité de Pape Ndiaye que de renforcer l'éducation à la sexualité, à l'évidence, quand elle générait des problématiques aussi graves que celles qu'on a portées, ça n'était plus sa priorité. Donc là, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a changé, qui est désormais Gabriel Attal, et on est dans l'attente de relance de ces courriers pour que cette fois-ci, nous ayons l'espoir, enfin, que le ministère de l'Éducation nationale se préoccupe et prenne ses responsabilités, prenne des décisions politiques qui s'imposent pour préserver et les enfants et les familles, rappeler à l'ordre toutes les strates en fait de l'éducation nationale qui le méritent, c'est tout. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. Alors, Gabriel Attal a promis un électrochoc, mais concernant les questions de harcèlement à l'école, vous pensez qu'il peut réagir de la même façon pour ce genre de cours d'éducation sexuelle ou a priori ce ne sera pas forcément sa priorité ? Alors, on a quand même, je dirais, entre guillemets, bon espoir, puisqu'il y a plusieurs échéances qui vont arriver. Déjà, nous, on va produire une note de synthèse avec des experts de renommée indiscutable sur les enjeux du point de vue du développement de l'enfant. On invitera les parents qui veulent soutenir cette action à rejoindre dans le cadre d'une pétition pour ramener non pas l'éducation à la sexualité qui n'a rien à faire évidemment en primaire et au collège, mais ramener une prévention efficace. Et puis, il y a le travail actuel du Conseil supérieur des programmes, au cours duquel nous serons également auditionnés et nous présenterons donc nos travaux. Et donc, le Conseil supérieur des programmes proposera un rapport et nous verrons ce que dira ce rapport et s'il suit les recommandations que nous allons faire, fondées sur la science et sur le développement de l'enfant. Oui. Eh bien, merci beaucoup à vous deux et à tous ces témoignages et tous ces témoins que nous avons entendus. Merci Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Merci à vous Christelle Comet, cofondatrice de cette association Les Mamans Louves. On continuera de suivre évidemment cette affaire qui nous concerne tous. Tous les parents de France sont concernés par ce qui se passe aujourd'hui et qui est quand même franchement très très grave et qui peut mettre des enfants, traumatiser des enfants, comme on l'a entendu avec la petite OC notamment. Merci donc à vous deux d'avoir été présentes.